Je n'oublierai jamais cette phrase quand elle lui a dit « Mais monsieur, s'il m'arrive quelque chose », il lui a dit « Si vous arrive quelque chose, vous direz que c'est la faute de la police ». Et le lendemain, ma sœur a été assassinée par son mari. Bonjour, je m'appelle Hajer Seili. Je suis venue aujourd'hui pour témoigner sur le féminicide de ma sœur qui a eu lieu en 2010 à Strasbourg. Alors jusqu'à son décès, j'avais pas de doute sur le fait qu'elle soit malheureuse ou victime de violence, parce que sinon j'étais déjà à Strasbourg, j'étais très fusionnelle avec ma sœur. J'ai vraiment tout appris après son décès. Quand je l'avais au téléphone, pour elle tout allait bien, elle était heureuse, elle était amoureuse. Dernièrement, avant son décès, elle venait d'accoucher d'un petit garçon qui avait 2 mois à l'époque du féminicide. Donc non, pour moi tout allait bien. Alors ma sœur habitait à 2 minutes de chez mes parents. Mes parents allaient la voir tous les jours et elle venait tous les jours à la maison. Contrairement à moi, ils étaient au courant des violences. D'ailleurs, ma mère a accompagné ma sœur la veille de son décès à la préfecture pour arrêter la régularisation de papier de son mari et au commissariat pour justement dénoncer les violences conjugales, les menaces de mort et tout ce qui s'en suivait. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la préfecture, la dame du service des étrangers était tellement choquée des propos tenus par ma sœur qu'elle lui a fait rédiger un courrier où elle dénonçait toutes les violences qu'elle subissait, les menaces de mort, les menaces de kidnapper le bébé dans différents pays. Ce courrier a été photocopié et tamponné par la préfecture, qui lui a été remis et on lui a demandé d'aller au commissariat central déposer plainte. Donc c'est ce qu'elles ont fait avec ma mère, qu'elle a été enregistrée à l'accueil puisque sa carte d'identité est scannée. On sait à quelle heure elle est arrivée au commissariat central, mais il n'y a pas eu ni de main courante, ni de plainte, rien qui a suivi. Et si ma mère n'était pas avec ma sœur, on n'aurait pas su pourquoi. L'OPJ qui a reçu ma sœur a lu la lettre et l'a renvoyée au commissariat de quartier, qui était en travaux à ce moment-là, donc elle n'aurait jamais pu déposer plainte. Je n'oublierai jamais cette phrase quand elle lui a dit « Mais monsieur, s'il m'arrive quelque chose », il lui a dit « Si vous arrive quelque chose, vous direz que c'est la faute de la police ». Et le lendemain, ma sœur a été assassinée par son mari, qui s'est suicidé. Et avant de se suicider, comme ma mère n'avait pas de nouvelles de ma sœur, elle s'est rendue au domicile de ma sœur, donc il lui a ouvert la porte, a refermé 4 verrous derrière elle et a commencé à l'attaquer à coups de marteau et à coups de couteau. Ma mère s'en est sortie, c'est une miraculée, comme m'a dit l'OPJ de la criminelle après le décès de ma sœur. Le décès de ma sœur, je l'ai appris, c'était un samedi. Alors j'ai toutes les images, je me souviens exactement ce que je faisais, dans quelle pièce j'étais. Et on devait emmener les enfants manger et au ciné. Mon mari, à l'époque, j'étais mariée, est descendu pour rapprocher la voiture. Mais moi, entre-temps, j'avais eu cet appel de l'ami, de la famille, et qui me dit qu'elle était au travail et que sa voisine l'a appelée pour lui dire qu'il y avait la police, les pompiers, le SAMU en bas de l'immeuble et que la victime est de la famille Seili. Et là, je tombe. Je me tape la tête par terre, je rentre dans une crise d'hystérie folle. Mon ex-mari sonne au parlophone, ma fille de 7 ans lui dit « Papa monte, maman elle est par terre ». Il monte, il me trouve en train de me rouler par terre, en train de crier tout ce que je pouvais. Il n'a pas compris. La seule phrase que je pouvais lui dire c'est « À la main morte, il l'a tué, à la main morte, il l'a tué ». Après l'annonce, j'appelle et je ne savais pas que ma mère était aux urgences. On a pris la route à 2 h du matin avant d'arriver à Strasbourg parce que je sentais qu'on me cachait des choses. J'ai prétexté vouloir aller aux toilettes. J'achète le DNA à la station. Et en première page, il tue son épouse avant de se défenestrer. En gros titre. J'avais tellement pleuré sur toute la route que je voyais plus rien. En fait, j'avais quand même voile. Je lisais sans comprendre ce que je lisais. Du coup, quand il parlait de ma mère, il disait la sexagénaire. J'avais pas compris tout de suite qu'il parlait de ma mère. J'ai levé la tête, j'ai dit à mon ex-mari, mais il parle de ma mère est à l'hôpital. Et là, j'apprends aussi, c'est que Saïf est vivant. Mon beau-frère ne s'est pas jeté avec Saïf dans les bras. Mon neveu est vivant. Alors j'arrive à Strasbourg, donc chez mes parents. Mon père venait de sortir des urgences. Quand mon père s'est rendu chez ma sœur, qu'il a vu les pompiers, le SAMU, la police, et qu'ils l'ont pas laissé rentrer dans le bâtiment, il s'est effondré. Mon père venait de sortir des urgences. Ma mère était encore aux urgences. Mon neveu était en pouponnière. Il a fait un passage aux urgences parce qu'il y avait des violences au sein du domicile. Donc il a fait un passage aux urgences pour voir s'il n'avait rien. On est allé aux urgences avec mon ex-mari. On a sorti ma mère des urgences. Donc quand j'ai vu l'état de ma mère qui avait été attaquée à coups de marteau et de couteau, elle avait eu plus de 100 points. Le lendemain, on est allé en audition avec ma mère parce qu'elle n'avait pas pu être entendue par la police. Et c'est en assistant à l'audition de ma mère que j'ai tout appris. C'est le deuxième choc. Comme si vous aviez touché le fond, mais en fait, c'est pas le vrai fond, il y a encore un sous-fond. On rentre à la maison et le lendemain, j'avais demandé à l'OPJ de la criminelle de m'emmener à la morgue parce qu'il fallait que je dise au revoir à ma sœur. Je suis arrivée juste après l'autopsie. Donc j'arrive tant bien que mal jusqu'à la table d'autopsie et je lui ai fait 2 promesses. Donc de retrouver le policier qui l'a renvoyé dans les bras de son bourreau et de m'occuper de son fils comme le mien.
À mon retour à la maison, je lance la procédure pour demander la tutelle de Saïf et que j'obtiens très facilement. Et je m'engage dans un combat. Je ne pensais pas qu'il allait durer aussi longtemps. Au début, j'avais déposé plainte contre X pour retrouver ce fameux policier. Mais au bout de 2 ans et demi, je me rends compte que le tribunal m'a menti, que le numéro de plainte que je donnais depuis 2 ans et demi toutes les semaines au bureau d'ordre pénal, ce numéro de plainte n'existait pas. Je m'en rends compte au bout de 2 ans et demi parce que je sortais d'une grosse dépression. Suite au décès de ma sœur, j'avais fait une tentative de suicide, j'avais eu un premier cancer et là je me suis dit il faut que ça s'arrête. C'est plus que l'enfer là, je ne peux plus. Je décide de me constituer partie civile devant le doyen des juges d'instruction, sauf que j'ai su un refus et motivé par l'absence de plainte initiale. Mais moi le numéro de plainte je l'avais et ça faisait 2 ans et demi que j'appelais toutes les semaines le bureau d'ordre pénal et on me disait ça va être traité, c'est long, c'est une procédure longue. Sachant qu'à l'époque, la prescription était de 3 ans. Moi, j'étais à 2 ans et demi. Donc, 6 mois après, je ne pouvais plus rien faire. Donc, je rappelle le bureau d'ordre pénal pour lui demander des explications. Elle me dit, ça va être traité dans les mois qui arrivent. Et je lui dis, à quel moment vous allez arrêter de vous foutre de ma gueule? Et elle était choquée. Elle m'a dit, mais pourquoi vous dites ça? Je lui dis, ça fait 2 ans et demi que je vous appelle toutes les semaines pour avoir des nouvelles. Là, je viens d'avoir la réponse du doyen des juges d'instruction qui me dit que le numéro de plainte n'existe pas. Donc, à moins que vous ayez une autre information que nous n'avons pas, ce numéro de plainte n'existe pas. Donc elle me met en attente et me reprend au bout d'un moment pour me dire « Ah oui, effectivement, c'est une erreur de frappe. » Je lui dis « En plus, vous continuez. » Je lui dis « Alors retenez bien mon nom, parce qu'un jour ou l'autre, vous allez entendre parler de moi. » Je rappelle mon avocate et je lui dis « On dépose plainte contre l'État avec constitution de partie civile. » Et de là est parti un long combat juridique. Et le 17 mars 2021, l'État a été condamné pour faute lourde. Pour la première fois, l'État a été condamné pour dysfonctionnement du service public de la justice. Je suis la première et seule en France pour le moment. J'espère que ça va faire jurisprudence pour le maximum de familles de victimes qui ont eu la malchance de vivre ce que j'ai vécu. Ma sœur est décédée le 17 avril 2010 et le jugement est tombé le 17 mars 2021. À 1 mois près, il s'est écoulé 11 ans. Alors Saïf, c'est un très beau jeune homme, il va avoir 15 ans. Je lui ai jamais menti sur ses vrais parents. J'ai la photo de ma sœur dans mon salon depuis que ma sœur est décédée. Je lui ai toujours dit que c'était sa maman, que moi j'étais la deuxième maman. Pour moi c'est une évidence, hein. J'ai 3 enfants, j'en ai pas 2. Mais il est au courant de toute son histoire. Pour finir, je dirais que toutes les victimes de violences doivent parler. En l'occurrence, ma sœur a parlé mais n'a pas été entendue. Mais je jette pas la pierre à la profession de la police. C'est un policier qui n'a pas voulu entendre ma sœur. Je suis confrontée à beaucoup de policiers dans la vie de tous les jours puisque je suis présidente d'une association d'aide aux victimes de violences conjugales et intrafamiliales. J'ai pas fini mon combat. J'essaye de les accompagner au maximum justement pour qu'elles parlent, pour qu'elles dénoncent et pour qu'elles sortent de ce cercle qui peut mener au féminicide et à l'homicide puisque j'ai des victimes hommes aussi. Je conseillerais à ceux qui regardent la vidéo et qui sont victimes de violences conjugales de déposer plainte. C'est ça la clé qui va vous ouvrir les portes. Il faut vraiment déposer plainte, c'est hyper important. Parce que nous, en tant qu'association, on a les pieds et les mains liés s'il n'y a pas de dépôt de plainte. Après, il faut se faire suivre psychologiquement. Parce qu'une personne qui est victime de violence est détruite psychologiquement. Donc c'est des personnes qui repartent de zéro. Même les enfants qui sont victimes, d'ailleurs il y a une loi qui a été créée il n'y a pas longtemps qui reconnaît les enfants comme victimes collatérales quand il y a des violences conjugales au domicile. Donc même les enfants sont considérés comme des victimes et il faut dénoncer.